par l'Assemblée. On va passer au deuxième intervenant, M. Moukala, que je vais inviter plutôt à se mettre à côté de Maître Collard, entre Maître Collard et Maître Rico, il sera bien entouré. Il va exposer rapidement sur le refus de l'alternance démocratique au Congo-Brazzaville. Et donc, je vais le laisser rapidement intervenir. C'est à toi. Vous avez 10 minutes, je vous en supplie, il faut les respecter. Je vous en prie. C'est vrai que le micro marche. Oui, merci. C'est vrai que les juristes sont des barbares. Et on peut penser que le juriste est quelqu'un qui manque du sens du résumé, et nous allons essayer de tenter de faire quelque chose de cela. En commençant cet exposé, je pense au Tanzanien Issa Shivji, qui, dès la fin des années 90, 89, 80, des années 80, début 90, dans un grand ouvrage important, visionnaire, le Conceptualizing Constitutionalism in Africa, propose une puissante pensée lorsqu'il évoque qu'il n'y a pas, ou qu'il n'y aura pas d'alternative politique possible sans constitutionnalisme alternatif. Et lorsque nous traitons de la question, notamment de l'alternance démocratique, nous devons toujours nous imprégner de ce que signifie réellement cette alternance. Je vous fais grâce de mon introduction. J'attaque tout de suite la question de propos définitoire. Il s'agit toujours de s'accorder sur ce que sont ces notions. Coup d'État constitutionnel et aussi alternance démocratique. Lorsqu'un peuple est dirigé par les mêmes personnes pendant un certain temps et que cela dure et perdure, forcément il commence à se poser des questions. Toute démocratie reste inachevée tant qu'elle n'a pas produit l'alternance. Notre démocratie appartient à cette catégorie, disait Zéphirin Diabré concernant donc son pays que vous connaissez très très bien, c'est-à-dire le Burkina Faso. Nous savons que deux mots-clés résonnent au cœur de la crise politique actuelle. Dans cette faculté locutoire que nous avons de dire les choses, c'est le mot alternance démocratique et coup d'État constitutionnel. Il convient d'en apprécier déjà le contenu notionnel et de voir quelle est leur opérabilité pour dire la réalité que nous vivons aujourd'hui. Étymologiquement, le mot alternance est un décalque du mot latin alternus, qui signifie alternatif, c'est-à-dire l'un après l'autre, pour bien dire les choses, successif. Alterner, c'est donc créer ou engendrer une succession de manière régulière, et ce temporellement, c'est-à-dire par temporalité. On parle d'alternance politique lorsqu'un régime politique permet à des courants, des partis politiques différents, de se succéder au pouvoir. En ce sens, l'alternance politique est une condition nécessaire à la vie démocratique d'un État. Elle donne sens au scrutin électoral comme expression des libertés et du pluralisme politique, du pluralisme de conscience, du pluralisme donc des opinions. Historiquement, l'alternance est apparue comme une exigence dans la démocratie de la vie politique de la Grèce antique. C'est ainsi qu'Aristote pouvait dire « Il est évident que tous, pour bien des raisons, doivent jouer pareillement tour à tour les rôles de gouvernants et de gouvernés. » Et il exprime dans Politique 7, et vous pouvez le voir dans les pages 13 à 14. Pour Aristote, il n'est ni juste ni sain que ce soit toujours les mêmes qui gouvernent. Pour les Grecs, le pouvoir perpétuel était l'une des marques de la tyrannie. Une constitution précise, Madame Zoller, qui est professeure à Paris 2, doit être conçue de telle manière qu'elle permette l'alternance. C'est là un trait caractéristique du constitutionnalisme panafricain post-conférence nationale des années 90. Car ce constitutionnalisme qui naît après les conférences nationales, et notamment après la conférence nationale du Bénin, qui introduit le pluralisme politique, mais aussi dans le pluralisme politique ce principe d'alternance politique qui n'est pas exprimé en tant que tel
comme une règle dans les constitutions, mais dans l'ordonnancement même des constitutions, laisse apparaître effectivement cette volonté de l'alternance au pouvoir. Nous avons connu des pouvoirs avec un système monopartisan qui faisait que le même chef durait toujours et était toujours là au pouvoir. S'il ne mourait pas, s'il n'était pas déchu par un coup d'État ou par son propre parti, eh bien, il pouvait espérer, tant qu'il accumulait le pouvoir, rester aussi longtemps que possible au pouvoir. Il a fallu mettre de la régulation dans tout cela. Et donc, depuis les années 90, c'est l'apparition de cette notion de la limitation de durée de mandat, mais aussi une limitation qui implique que ces mandats soient circonscrits et qu'une personne a une durée bien précise lorsqu'il arrive au pouvoir. Et d'ailleurs, avec la Constitution du 15 mars 92, apparaît donc cette notion d'une durée qui est de 5 ans, renouvelable une seule fois, c'est-à-dire qu'un homme qui est élu, qui se fait élire par 2 fois, a la possibilité au moins d'atteindre 10 ans au pouvoir. Mais au-delà, il doit pouvoir se retirer. La seconde notion qui doit nous retenir est la notion de coup d'État constitutionnel. Alors, c'est une notion que je n'aime pas personnellement évoquer, mais je suis obligé de le prendre en considération parce que nous sommes en face d'un terme qui est repris, mais beaucoup repris dans le lexique, notamment des Africains aujourd'hui. Et la classe politique l'exprime beaucoup. L'expression coup d'État constitutionnel ne semble pas avoir une pertinence intellectuelle dans le vocabulaire du droit et de la science politique. Bien entendu, le terme ou concept coup d'État constitutionnel est aujourd'hui bien galvaudé, bien ancré dans le vocabulaire politique africain, pour traduire et révéler l'insécurité juridico-politique qui découle de la foultitude de recours à des modifications et ou révisions, voire des changements constitutionnels par de nombreux chefs d'État dans le but d'asseoir leur pérennisation au pouvoir. On appelle coup d'État un acte par lequel un ou plusieurs individus ou une autorité s'emparent du pouvoir ou le conservent sans respecter les règles constitutionnelles. Parler donc du coup d'État constitutionnel, c'est donner à entendre, à contrario de la cohérence logique, qu'un coup d'État peut être constitutionnel, car c'est ça que s'exprime. Quand on parle de coup d'État constitutionnel, ça laisse apparaître que le coup d'État peut être constitutionnel. Mais il s'agit donc là d'un artefact, pour parler comme Pierre Bourdieu, et qui nous dit bien ici qu'il s'agit donc d'une locution qui est rapidement énoncée et très peu contrôlée. Mais dans l'appropriation dans le langage commun et journalistique laisse entendre autre chose que ce qu'exprime sa cohérence logique. D'où la difficulté d'évacuer du langage de notre forum présent. Concrètement, parler de coup d'État constitutionnel, c'est dénoncer ou révéler la volonté d'un pouvoir politique d'user de sa position dominante pour détourner de leur usage légitime les leviers de commande de la puissance publique pour oser un coup de force juridico-politique ou constitutionnel. Il s'agit bien d'un coup d'État au sens classique du terme, opéré par le pouvoir en place pour ce qui concerne la chronologie congolaise. Donc, pour parler effectivement de ceci, nous allons simplement circonscrire très rapidement, en 3-4 mots, ce qu'est l'alternance politique dans les constitutions congolaises. Et ici, je mets une comparaison entre les constitutions du 15 mars 92 et, bien sûr, la constitution du 20 janvier 2002. Les constitutions congolaises, dans ces deux constitutions, ont exprimé la volonté de voir dans les moments forts de la vie de notre nation un moment de l'alternance, précisément, qui se situe dans les périodes qui précèdent l'élection présidentielle et les élections législatives, et à l'issue de laquelle la nation décide, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, de la manière dont elle veut, du Conseil constitutionnel ou de la Cour constitutionnelle pour la Constitution du 20 janvier, la manière dont elle veut être gouvernée dans les prochaines années. Ce qui marque, qui imprime l'alternance politique dans la mémoire collective congolaise, c'est l'intangibilité de la limitation du nombre de mandats, et bien sûr, en cela, il y a bien d'autres principes. La durée du mandat du président de la République, elle est définie dans la Constitution du 15 mars pour 10 ans au maximum, donc 5 ans. 5 ans ou plus si la personne est réélue.
Et dans la Constitution du 20 janvier, c'est 14 ans en tout, au maximum, 7 ou 7 ans plus. Et Sassou était arrivé à la limite, pour bien dire, à la limite de cette perspective. Je vous fais grâce des autres aspects, notamment de l'encadrement de la question donc, de l'alternance démocratique dans la Constitution, dans les constitutions du 15 mars et du 20 janvier, pour parler immédiatement donc, du coup d'État constitutionnel ou coup de force, que nous appelons beaucoup plus coup de force juridico-politique. Donc, abrégé. Alors, c'est normal. Alors, disons que très rapidement, que nous assistons dans le cadre de ce qui se fait. Il y a coup d'État parce que Denis Sassou Nguesso, qui est à la tête du pays, a décidé tout simplement de rester au pouvoir ou, si ce n'est pas le cas, d'installer un de ses fils dans sa succession. Et pour prendre ici la jurisprudence du Togo, où un fils du président, ancien président Yadema, est venu au pouvoir. Mais l'idée est simple, c'est que Sassou triche avec les règles conçues par lui-même, déterminées même par lui-même. Et Sassou avait pensé qu'en mettant les règles de l'alternance politique au cœur de la Constitution du 20 janvier 2002, cela lui permettait de mieux se vendre après son coup d'État comme étant un démocrate. Eh bien, il a été pris au jeu, notamment de son propre système, et le voilà qui triche donc avec cela. Il a une illicéité hein, donc, du point de vue du droit constitutionnel de sa démarche, mais aussi du point de vue du droit international africain, parce que la décision qu'il prend de convoquer un référendum est contraire, notamment au traité qui institue l'Union africaine, mais aussi de la charte africaine de la démocratie, de la démocratie des élections et de la gouvernance qu'il viole assez fortement. Je vais juste terminer pour dire qu'il y a plus profondément traîtrise. Alors, beaucoup n'aiment pas quand j'utilise le mot félonie, mais je parle vraiment de félonie dans la démarche de Sassou Nguesso, qui a été appuyée par la Cour constitutionnelle, qui a vraiment l'affirmance de félonie en trahissant le droit, parce que la Cour constitutionnelle a choisi de légitimer la démarche dictatoriale de Denis Sassou Nguesso en validant une démarche qui est très loin des règles constitutionnelles du pays. Nous avons simplement assisté à une action ultra pétitable de la part du Conseil de la Cour constitutionnelle. Et pour terminer, je dirais quel chemin prendre pour que le Congo sorte notamment de cette nuit noire dans laquelle il a été plongé. Le Congo est déchiré. Et le 20 octobre a révélé beaucoup d'impasses de notre histoire, mais aussi fait ressortir des solutions qui apparaissent et pour lesquelles vous savez que donne à beaucoup des nôtres d'introduire une problématique qui est une problématique de scission pour sortir du système que ça soit instauré. Que ça soit véritablement instauré, un système qui met en place une gouvernance nationale qui est patronnée par une facture clanique. Ferdinand, bien, oui. Vraiment désolé, on est D'accord. obligé d'abréger. Alors, il faut vraiment qu'on soit respectueux de l'horaire parce que les services de l'Assemblée sont venus exprès pour nous aujourd'hui. Exprès pour nous, et on doit libérer les locaux à 17h. Alors, je me suis absenté pour aller quérir mon ami Nicolas Lesage, qui est le directeur de